Comme on l'a vu précédemment, Scream est inspiré des meurtres que Danny Howling a commis au début des années 90. Si jamais vous l'avez raté, la vidéo est dans la description. Mais le film a créé la surprise quand on nous a révélé qu'il n'y avait pas un, mais deux tueurs, qui sont Billy et Stu. Et oui, on ne s'y attendait pas vraiment. On a donc deux tueurs qui agissent ensemble et qui du coup brouillent les pistes. Je rappelle quand même que pendant tout le film, les protagonistes et les spectateurs pensent qu'il n'y en a qu'un seul. Mais du coup, maintenant que tout le monde sait qu'ils sont deux, la question est de se demander qui se cache sous le masque de Ghostface à chacune de ses apparitions. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite en prenant chacune des scènes où le masque du tueur apparaît. Alors évidemment, on va commencer avec la toute première scène du film qui pour moi est incroyable. Rappel du contexte, on a Casey Baker qui est toute seule chez elle et qui s'apprête à se faire un film d'horreur en mangeant du popcorn. Mais là, le téléphone sonne et c'est le tueur qui est au bout du fil. Alors en fait à ce moment-là c'est Billy qui est au téléphone. Et en fait ça on se rend compte pendant le film car Billy est beaucoup plus calme, plus posé et calculateur que Stu. Billy c'est le cerveau et Stu c'est les muscles. Alors comme on le voit on a Billy qui est au téléphone avec Casey mais au même moment il y a Stu qui est avec Steve qui est le petit copain de Casey. Oui parce que ça paraît quand même évident que Billy ne peut pas à la fois parler à Casey et maintenir Steve qui est quand même un gros sportif. D'ailleurs comme on l'apprend un petit peu plus tard dans le film quand le groupe est assis sur la fontaine, Stu était en couple avec Casey avant qu'elle le largue pour Steve. Du coup, c'est normal qu'il ait les glandes. Dans cette première scène, on a donc Stu qui s'occupe d'éventrer Steve, puis il explose la vitre du salon avec une chaise et s'introduit à l'intérieur. Et il en profite pour courir vers la porte d'entrée et ouvrir à son poteau. Alors on a ensuite Stu qui cherche dans la maison et c'est lui qu'on voit à l'écran quand il est derrière la fenêtre. Il faut alors un coup de boule à Casey et tente de la maîtriser avec la main droite. Bon, Casey arrive à s'enfuir puis Ghostface lui saute dessus et là il y a de fortes chances pour que ce soit Billy. Et on remarque deux petits détails intéressants. Alors tout d'abord, regardez sa façon de tenir le couteau. Alors comme on va le voir à plusieurs reprises dans le film, Stu tient son couteau à deux mains et le lève au-dessus de la tête, alors que Billy le tient d'une seule main. Donc pour Casey, il y a plus de chances que ce soit Billy. Mais aussi on peut voir que Casey est étranglé par le tueur et c'est de cette même manière qu'agit Billy avec Sidney à la fin. Et au final, il faut quand même bien deux personnes pour pendre Casey à l'arbre avec autant de talent. Mais là vous allez me dire, oui, mais dans la scène de la fontaine, Tatum dit que Stu était avec elle toute la nuit. Oui, mais on ne sait pas exactement à quel moment le meurtre s'est déroulé, il n'y a pas d'horloge pendant la scène. Mais si on se réfère aux habitudes des Américains, ils dînent entre 17h et 19h. Casey est en train de se préparer pour sa soirée film, donc il doit pas être bien plus tard que 19h30, 20h grand max. Donc qu'est-ce qui empêche Stu d'aller chez Tatum vers 20h30, 21h et d'y passer toute la nuit? Bon, la première apparition de Ghostface était la plus compliquée, mais vous en faites pas, ça va être un petit peu plus simple par la suite. Mais avant de revenir au tueur, on va s'intéresser tout d'abord à la première scène où on a Sidney et Billy. Bon, on a une scène d'introduction banale qui nous présente le personnage principal, on a son petit commun, ok, il lui rend visite, bref, y a rien de surprenant à ce niveau-là. Mais on a le père, Neil, qui vient toquer à la porte et qui vient dire au revoir à sa fille car il doit se lever tôt pour partir en voyage le lendemain. Et on remarque qu'il porte la même tenue que lorsqu'on le retrouve à la fin du film. Pour moi, l'enlèvement de Neil Prescott a lieu entre ce moment-là et le petit matin super tôt. Aux États-Unis, les cours commencent entre 7h et 8h, donc Sidney a dû se lever maximum à 5h30, 6h, ce qui fait que Neil a dû se barrer, on va dire, à 5h du matin. Quelque chose comme ça. Mais rappelez-vous, Stu a passé la nuit chez Tatum. Donc impossible que l'enlèvement ait lieu super tôt ce matin, ou alors Tatum elle est vraiment teubée et s'est pas rendu compte que Stu s'est barré pendant la nuit. Du coup, si on revient à la scène précédente avec ces informations en tête, elle sonne différemment. Et tout simplement, on peut dire que Billy vient faire diversion auprès de Sidney pendant que Stu, qui est l'homme de main, s'occupe du père et le met dans sa bagnole. Quelques scènes plus tard, on va assister à une nouvelle coopération entre Billy et Stu lors de leur première attaque contre Sidney. Niveau contexte, très simple, Sidney est seule chez elle. Voilà. Alors à un moment, on la voit récupérer des affaires dans un placard, puis elle referme la porte. Quelque temps après, elle repasse à côté de ce placard, mais elle entend un bruit. Et elle s'en fiche royalement. À ce moment-là, Stu est peut-être déjà caché dans la maison, dans ce même placard. On peut même penser que si Sidney avait fouillé un petit peu plus, eh bien elle serait tombée sur lui. Le téléphone sonne et encore une fois, Billy joue les manipulateurs. Et celui qui surgit du placard à ce moment-là et qui poursuit Sidney, eh ben, c'est Stu. Et pour la première fois, on voit sa façon de tenir le couteau à deux mains au-dessus de la tête. La course-poursuite continue dans la chambre, puis le tueur disparaît. Et là, à peine 30 secondes après, il y a Billy qui apparaît. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est extrêmement difficile pour lui d'enlever le costume, faire le tour de la maison et monter à la fenêtre. En si peu de temps. Et c'est tout à fait normal, parce que ici, l'objectif de Stu et de Billy, eh bien, c'est de donner un alibi à Billy. Ça fait beaucoup de i quand même. Alibi à Billy. Ouais.
En fait, tout est calculé et ils ne comptaient pas tuer Sidney à ce moment-là. Ils ont vraiment tout un plan qui est échafaudé et qui doit se terminer absolument lors de l'anniversaire de la mort de Maureen Prescott. Alors petit aparté, ça se voit que le film a pas mal vieilli parce que Billy est suspecté d'être le tueur parce qu'il a un téléphone portable. Voilà. Alors suite à cette attaque, Sidney passe la nuit chez Tatum, elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit qu'elle s'est trompée de suspect, donc évidemment là, c'est Stu qui est au bout du fil. Le tueur utilise un transformeur de voix et je suis pas certain que Billy qui était en garde à vue en avait un sur lui. On arrive ensuite à la scène du lycée, avec deux petites choses intéressantes. Alors tout d'abord dans cette scène, quand Sidney est en train de discuter avec Tatum et Stu au casier, eh bien ce dernier regarde sa tête dans un miroir. Alors on pourrait penser qu'il ne fait que faire le beau, mais si on se souvient des deux fois où il a porté le masque, eh bien il a foutu un coup de boule à Casey et un autre à Sidney. Donc il vérifie s'il a pas une petite bosse quand même. Et d'ailleurs sans le savoir, Tatum tape à cet endroit précis avec sa sucette. Et en partant, on remarque que Stu porte un pantalon marron et des chaussures plutôt plates. Ça nous servira juste après, retenez cette information. Alors bim bam boum, Sidney rentre dans Billy et pendant qu'elle se rend aux toilettes, on remarque que celui-ci porte un jean bleu. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde autant sur les vêtements? Parce que la scène des toilettes. Sidney va se refaire une beauté mais surprend une conversation entre deux étudiantes. Bon, elle se casse mais il semble qu'il y a encore quelqu'un aux toilettes. Et en regardant sous les portes, on voit quelqu'un avec des bonnes grosses godasses et un jean foncé. Ce qui ne correspond pas du tout à ce que portent Billy et Stu. D'ailleurs, par rapport à la scène qui est juste avant, c'est un petit peu impossible pour Billy de se faufiler dans ses toilettes sans qu'on ne puisse le voir. Logique. Alors on remarque aussi que l'individu qui attaque Sidney n'a pas de couteau. Donc là, probablement, on est plus sur un étudiant qui cherche à faire peur. C'est tombé sur Sidney, mais ça pourrait être sur n'importe qui d'autre. Et petit détail au niveau du montage, on remarque que la scène qui est juste avant se déroule dans le bureau du principal qui engueule deux étudiants qui portaient un masque. Donc je pense que niveau montage, c'est pas anodin qu'on voit cette scène juste avant celle des toilettes. C'est quand même un petit indice pour dire que oui, c'est forcément un étudiant. Alors suite aux attaques, les cours sont annulés et Stu propose de faire une soirée chez lui. Et on retrouve le directeur dans son bureau. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, c'est l'acteur qui joue Fonzie dans Happy Days. Alors pendant l'attaque du tueur, on tend à penser que c'est Billy qui se cache sous le masque. Encore une fois, on a le couteau dans une seule main et Stu est censé aller préparer la soirée chez lui quand même. Mais il y a un petit doute qui peut être possible quand on revient un petit peu en arrière. Après avoir discuté avec Sidney et Tatum, on voit Stu courir pour revenir en direction de l'école. Pourquoi? Je sais pas, parce que le plan aurait pu s'arrêter quelques secondes avant. Mais là on le voit revenir vers l'école. Mais au moment du meurtre, si on s'arrête sur le plan du directeur qui est étendu sur le sol, on voit une chaussure qui semble être en cuir. Si on compare avec celle de Stu, bah ça correspond pas vraiment. Mais par contre, elle ressemble quand même pas mal à ce que Billy peut porter. Allez, on avance un petit peu et là on va avoir un petit problème. Sidney et Tatum sont en train de discuter à l'extérieur et Ghostface les espionne en se cachant dans les fourrés. Là, on n'a pas vraiment d'indice sur qui ça peut être. Surtout que la séquence juste après nous montre Billy et Stu au magasin de location de vidéos avec Randy. Puis on retrouve le tueur dans un reflet dans un magasin. Et en fait, l'idée là, c'est un petit peu de brouiller les pistes. Alors à ce moment-là, on a encore pas mal de suspects, dont Dewey qui est parti faire un tour pendant que les filles étaient en train de faire les courses. Et lui, il revient avec une glace. Bon après, j'adore Dewey. D'ailleurs, petit détail, le shérif porte les mêmes chaussures que l'étudiant dans les toilettes, mais ça, c'est une fausse piste. Mais bon, Billy, Stu, c'est difficile à dire. On va dire que Billy est trop calculateur pour prendre le risque de se balader en pleine journée avec le costume du tueur, alors que Stu est beaucoup plus imprévisible. Mais il y a une théorie qui circule qui dit que ça serait Roman, le tueur de Scream 3, qui est là à vérifier que tout se déroule correctement. Alors perso j'y crois moyen parce que de 1, pas sûr que Scream 3 était déjà sur les rails, et de 2, personne ne connaît Roman. Donc c'est quoi l'intérêt de porter le costume? Donc pour cette fois, on va dire que c'est Stu, mais sans grande conviction. Alors après on arrive au dernier acte qui est la soirée chez Stu. Pendant la soirée, on a Tatum qui se rend dans le garage pour récupérer des bières et malheureusement pour elle, il y a Ghostface qui l'attend. Étant donné que Stu est actuellement à la soirée, à s'occuper de ses invités, on devine facilement que c'est Billy qui porte le masque. Et comme on ne sait pas combien de temps il y a entre la mort de Tatum et le moment où certains se cassent, Billy a le temps de se changer, de faire le tour de la baraque et d'arriver devant la porte d'entrée. D'ailleurs on remarque qu'il a couru, donc c'était pas facile pour lui d'arriver à temps. Non mais après c'est pas facile d'être tueur en série, il faut un super cardio, et les meilleurs arrivent même à rattraper leurs victimes rien qu'en marchant. Alors ensuite on a Sidney et Billy qui vont à l'étage et ils commencent à faire leurs petites affaires. Stu quant à lui, il est avec les autres invités à regarder Halloween, puis il va dans la cuisine. Le téléphone sonne et c'est Randy qui décroche.
Bon là on devine que c'est Stu qui leur dit que le cadavre du principal est suspendu sur le terrain de football. Du coup, plusieurs invités se cassent, sauf Randy. Et c'est là que Stu passe à l'action. Alors c'est évidemment lui qui se cache sous le masque pendant qu'il fait semblant de poignarder Billy, et c'est lui qui poursuit Sidney. Pareil, c'est Stu qui s'apprête à poignarder Randy, on reconnaît sa manière de tenir le couteau. D'ailleurs, petite anecdote marrante, à ce moment-là, c'est l'acteur Skeet Ulrich, donc qui joue Billy, qui porte le costume à la place du cascadeur Dan Farwell. Et c'est Wes Craven qui porte le costume dans la scène d'introduction quand Casey est en train de foutre des coups de téléphone sur la gueule de Ghostface. Alors bref, Stu est interrompu car il a entendu Sidney, qui est quand même sa cible principale, et il finit par tuer ce pauvre Kenny qui n'avait rien demandé. Gale Wither prend la camionnette et va se planter contre un arbre. Et c'est là que Stu va vérifier qu'elle est bien morte. Pendant sa fuite, Sidney, elle, tente de revenir vers la maison, mais voit Dewey se faire attaquer dans le dos par un Ghostface qui était à l'intérieur. Et là, on passe à Billy, car Stu est normalement occupé avec Gale. Et on remarque par ailleurs, dans cette scène, que il est toujours manipulateur et joue avec sa victime. Mais au moment où Sidney arrive à s'enfuir et que Stu et Randy apparaissent et se tirent la nique pour dire qui est le tueur ou qui ne l'est pas, Billy il a le temps de faire le tour de la maison, de rentrer et d'enlever le costume. Et c'est ainsi qu'on arrive ensuite à la révélation finale. Mais on va s'attarder sur un tout dernier détail. Stu annonce à Sidney qu'ils ont cloné le téléphone de Neil Prescott. Ce qui d'ailleurs était une supposition de Dewey quand il était en train de manger une glace. Alors on est au début des années 90 et il n'y a pas encore internet sur les téléphones publics, tout passé par la carte SIM. Le Wi-Fi et le Bluetooth n'arriveront qu'au début des années 2000. Du coup, pour cloner le téléphone de Neil Prescott, Billy et Stu ont dû y avoir accès physiquement. Peu de chances de le faire à distance. Et on revient au début du film. Billy utilise un téléphone portable pour appeler Casey Baker. Je rappelle que ce sont des tueurs méticuleux qui ont déjà tout planifié avant d'agir. Et donc il y a fort à parier qu'ils avaient déjà cloné le téléphone de Neil avant de s'attaquer à Casey. Du coup, si on y réfléchit bien, la scène d'introduction se déroule après celle dans la chambre de Sidney. Billy et Stu sont allés kidnapper Neil et son téléphone, l'ont foutu dans la bagnole, ont utilisé cette bagnole pour aller jusque Casey, et ensuite, la suite de l'histoire vous la connaissez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça me fera toujours très plaisir, à laisser aussi un commentaire pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec mes suppositions, en particulier avec la chronologie au début du film, et surtout, partagez-la à vos amis pour qu'ils soient tous au courant pour savoir qui est le tueur à quel moment. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur Scream, peut-être pas, on ne sait pas. Je vous fais des gros bisous, allez ciao!